Je vous partage mon écran, normalement vous voyez tout bien, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour, vous partager un petit peu, tous nos secrets. Alors, c'est un grand mot, mais surtout vous partager notre expérience, notre expertise sur les sujets de référencement, afin de vous donner des clés, sur comment faire de votre site un site qui est extrêmement bien positionné sur les moteurs de recherche. Alors moi je suis Marine Sorocco, je suis directrice associée d'Adimeo et je suis avec vous pendant une grosse demi-heure, pour, vous évoquer ces sujets-là. Mon métier au quotidien, c'est d'accompagner mes clients pour faire du digital le levier de votre croissance et on vous accompagne au quotidien à chacune de vos étapes avec des nouveaux outils, des nouvelles organisations, des nouvelles techniques, de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs et consommateurs. Notre challenge au quotidien avec les équipes d'Adimeo, de Comexplorer, c'est de créer des expériences digitales. Alors, de plus en plus, on va appeler ça phygital, c'est-à-dire qu'on s'intègre dans un environnement où, on va créer un parcours omnicanal. Bref, l'enjeu, c'est de faire pour vous des expériences qui soient uniques, remarquables et performantes. Et on a 4 grands métiers chez nous. Un métier de conseil et stratégie, on va vous accompagner pour définir, construire votre trajectoire. On va travailler le design et l'innovation de vos interfaces avec des UX designers, des web designers, des directeurs artistiques. On va développer vos projets, qu'il s'agisse de sites internet, de projets e-commerce, d'applications mobiles. Et puis, et c'est là où ça nous intéresse le plus, on va travailler le marketing. On va travailler le marketing avec une stratégie SEO, avec des sujets d'acquisition payante, de stratégie de contenu, de marketing automation. Voilà, je clôture la page de pub pour rentrer directement dans le vif du sujet, et se dire: «Comment est-ce qu'on peut faire pour positionner votre site web en tête des résultats de recherche, sans faire ce qu'on appelle de l'acquisition payante?» Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'on a une quantité d'études qui démontrent l'importance du SEO dans une stratégie commerciale et marketing. Ce qu'on constate, c'est que les leads, les prospects issus du SEO, du référencement naturel, ont un taux de closing, donc de signer avec vous, qui est plus de 15 plus élevé que ceux qui viennent des méthodes un peu plus traditionnelles, d'appel à froid, de push email, et cetera. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que, par exemple, comparé aux médias sociaux, si vous faites du community management, ou si vous faites de l'acquisition payante sur, LinkedIn, Facebook ou autre, les visiteurs qui sont issus des moteurs de recherche sont beaucoup plus engagés. Parce que quand ils arrivent chez vous, ils ont fait une requête beaucoup plus explicite et ils sont donc beaucoup plus disposés finalement à acheter. Et c'est d'autant plus important de travailler votre stratégie SEO que c'est une stratégie de long terme. Vous n'êtes pas obligé de payer à chaque clic, vous n'avez pas à chaque fois un coût d'acquisition parce que vous allez payer pour acquérir vos prospects. Bref, une fois qu'on a dit ça, la question qu'on peut se poser, c'est: c'est quoi la première position sur Google? Alors, la première position sur Google, ça peut être ça. Je tape usine à site, je tombe sur une URL du blog Adimeo et en gros, ce qui est intéressant là, c'est de voir que votre contenu qui est sur le site est extrait par Adimeo et propose des visuels, un extrait de texte. C'est ce qu'on appelle des rich snippets. C'est-à-dire, ce sont des contenus directement consultables par l'internaute qui n'a même pas besoin d'aller sur votre site. Mais une première position, ça peut être aussi ça. Ça peut être, vous voyez là, les questions qui sont posées: quel repas manger ce soir? Comment faire un repas simple et rapide? Et cetera. C'est une liste de questions et c'est d'ailleurs un bloc, vous l'avez constaté dans vos navigations, qui est hyper fréquent sur Google. C'est un type de rich snippets, qui permet de répondre à des questions. Et c'est là où ça va nous aiguiller un peu sur, quelques réflexions qu'on va partager ensuite. Heu, Votre job quand vous travaillez votre SEO, c'est de répondre à des questions de vos internautes. Ou la première position, ça peut être aussi des visuels. Les visuels, c'est une clé de votre référencement, particulièrement lorsque vous êtes sur des sites e-commerce parce que Google Shopping ou le recherche de visuels est beaucoup utilisé par les internautes. Heu, Travailler les visuels de bonne qualité, avec une bonne pertinence, avec un bon nom sur l'image, une bonne légende, des images qui sont ajoutées au sitemap, si ça vous parle, qui sont faciles à crawler, c'est particulièrement important, surtout pour des stratégies e-commerce.
Et puis une première position, ça peut être aussi, une vidéo. YouTube, c'est 1 milliard d'utilisateurs. YouTube, c'est surtout une population qui est jeune et c'est aujourd'hui le contenu qui est le plus consommé. L'enjeu pour vous, c'est justement d'optimiser vos contenus vidéo avec les bons mots-clés pour qu'ils remontent en première position. Et puis, la première position, ça peut être, aussi, des réponses, à des mamans débordées qui veulent une liste d'activités. Donc j'ai même plus besoin d'aller sur le site, bah, je vais voir les activités que je peux faire à mes enfants, sans avoir besoin d'aller sur le site, tête à modeler. La première position, c'est aussi des résultats géolocalisés. Ce qui est très vrai, c'est que la plupart des gens utilisent des moteurs de recherche pour trouver des biens, des services localisés, un restaurant de quartier, un magasin de jouets. Le référencement local, c'est hyper important, particulièrement lorsque vous êtes en vente B2C et que vous avez, des logiques de magasins physiques, par exemple. Et ça, très souvent, quand on fait une recherche locale, on va plus forcément sur le site du magasin en question, puisque toutes les réponses à vos questions, elles arrivent directement. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Et donc c'est là, par exemple, où le sujet de Google My Business, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais renseigner correctement vos informations dans cet outil fourni par Google, c'est là où c'est hyper important d'être hyper à jour parce que les gens ne vont plus nécessairement directement sur votre site. Bref, tout ça pour dire que le SEO, le référencement, c'est la porte d'entrée dans votre funnel de vente. Là, vous avez un schéma qui va récapituler un peu toutes les interactions que vos clients ont avec vous. Ça peut être des interactions digitales, ça peut être des interactions physiques, parfois c'est un peu les 2. À chaque fois, ils effectuent des actions différentes et le SEO, le référencement, c'est par là que les gens rentrent. Mais attention, c'est par là que les gens rentrent à condition à condition d'être dans les premiers résultats. Je vous ai mis ici, des stats par une analyse, qui a été menée par Systrix. 55 des clics, plus de la moitié des clics sont effectués dans les 3 premières positions. Le taux de clic des internautes est inversement proportionnel à votre position. Alors, ça paraît évident une fois qu'on l'a dit, mais en gros, ça veut dire que quand vous êtes au-delà de la 3e position, bah, vous perdez considérablement des opportunités de visite, donc de lead et donc de transformation. En gros, pour résumer, si vous êtes en 5e position pour une requête qui a 1000 recherches par mois, vous n'obtenez que 72 clics. Donc, vous voyez, même dans la première page, la concurrence est hyper rude. Donc ça veut dire un truc très simple, c'est que pour vous, votre challenge, c'est de positionner le plus de clés possible dans les 3 premiers résultats. Et c'est de positionner le plus de clés possible, le plus de mots-clés possible dans ces 3 premiers résultats, avec une logique de rich snippet, ce qu'on voyait un peu au tout début. En effet, au-delà d'être positionné en première position, ce qu'on constate, c'est que les rich snippets, donc les résultats enrichis, quand vous présentez des images, des visuels, des réponses aux questions, vous avez ce qu'on appelle un taux de clic, un CTR, click to rate, qui est beaucoup plus élevé. Et donc, in fine, un taux de transformation. Vous voyez là, on l'a exactement ici. Pour un résultat qui présente des résultats enrichis, j'ai 58 clics versus 41 si j'ai des résultats non enrichis. Et les contenus, et alors vous allez me poser la question logiquement, hein, comment est-ce que je fais pour générer des rich snippets? Il y a plein de sujets à prendre en compte. Il y a une étude qui a été faite par SEMrush et qui dit: bon, ceux qui ont le plus de rich snippets, c'est bien évidemment ceux qui sont sécurisés, donc du HTTPS. Je ne vais pas forcément y revenir dessus, mais c'est un point basique. Les contenus qui sont plutôt longs, plus de 1100 mots. Je reviendrai un peu plus tard sur ce sujet de longueur de contenu qui est hyper important. Des contenus qui ont également ce qu'on appelle des données structurées. J'y reviendrai également pour savoir ce que c'est que les données structurées. Des contenus également qui sont hiérarchisés, avec des titres, des sous-titres, le fameux H1, H2 si ça vous parle. Et aussi également des contenus qui ont beaucoup d'images. Et beaucoup d'images avec le bon balisage, la bonne légende, le bon titre. L'autre constat qu'on fait aussi avec ce questionnement un peu sur cette position 0, c'est que Google est devenu un moteur de réponse. Un moteur de réponse qui répond aux intentions de recherche des internautes. Ça, c'est un changement qui s'est fait, qui est majeur. C'est que parfois, les réponses sont tellement bien trouvées, celles qui arrivent en tête de liste, qu'on ne va plus sur le site en question. Et donc c'est là où le sujet du rich snippet et ce qu'on appelle la position 0, c'est-à-dire d'avoir un extrait enrichi, devient peut-être contre-productive, contre-intuitive. En effet, ce qu'on constate, c'est qu'une page avec des résultats de recherche
qui ont des positions 0, donc c'est-à-dire des résultats enrichis qui s'affichent directement à l'internaute, ça va générer moins de clics sur le premier résultat de recherche. Donc vous qui voulez que votre internaute arrive sur votre site, qui faites tout ce que vous pouvez pour avoir des rich snippets, des visuels, etc., bah finalement, parce que l'internaute trouve directement sa réponse sur Google, il vient pas chez vous. Et c'est particulièrement vrai quand vous êtes en navigation mobile. On constate en navigation mobile que 3/4 des pages de résultats de recherche, 3/4, c'est énorme, ne génèrent aucun clic. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est en navigation mobile, on est dans une navigation très pratique. Je recherche une info, une localisation, une durée de trajet, et cetera, et cetera. Donc la première position, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est parfois aussi la position 0, c'est-à-dire que Google va venir extraire directement la réponse et que Google, in fine, devient votre concurrent. Puisque les internautes n'ont même plus besoin d'aller chez vous pour avoir la réponse. Donc voilà, il y a un petit sujet, là-dessus à prendre en compte, dans votre stratégie SEO. Pour revenir un peu à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi vos 3 piliers sur lesquels vous devez vous baser pour arriver en tête des résultats de recherche? Il y a classiquement 3 grands items à retenir. La technique de votre site, est-ce que votre site est lisible par les moteurs de recherche? Les contenus que vous proposez, c'est peut-être le pilier le plus important ou le plus discriminant. Et la question des liens, c'est-à-dire est-ce que j'ai des liens d'autres sites qui pointent vers moi? Et est-ce que ces sites qui pointent vers moi sont aussi considérés par Google comme étant des sites valables? Alors, ce qu'on dit ou ce qu'on entend de plus en plus, c'est que le troisième pilier, c'est-à-dire les liens, devient sans doute de moins en moins important dans l'algo de Google, parce que Google a de moins en moins besoin de contexte, d'importance que vont lui donner les liens. Et que par ailleurs, les liens peuvent être aussi assez facilement manipulés. On verra un peu ces sujets-là sur les questions de netlinking. Et puis, il y a un 4e pilier qui a de plus en plus son importance, et qui est arrivé avec notamment la notion des Core Web Vitals, si vous en avez entendu parler, j'en reparlerai un peu plus, c'est l'expérience utilisateur. On l'a vu, Google, c'est devenu un moteur de réponse. Google, son challenge au quotidien, c'est de répondre aux intentions de recherche, aux intentions du navigateur. Et donc, in fine, c'est de satisfaire l'utilisateur. Donc, si votre site ne propose pas une expérience utilisateur, donc une qualité de navigation, une ergonomie, une qualité de contenu suffisante, Google le sait, parce que les gens partent, parce que les gens ne restent pas longtemps sur votre site. Et donc, il va venir dégrader votre note et donc impacter directement votre place dans les positions de recherche. On peut aussi distinguer les sujets de référencement en distinguant les piliers de référencement en parlant des sujets on-site, donc comment vous pouvez optimiser votre référencement sur le site en lui-même, de manière globale, dans sa structure, dans son organisation. Les questions que vous pouvez avoir sur la page en elle-même, comment est-ce que je fais ma page, comment je construis ma page pour que celle-ci, cette page-là, qui parle d'usine à site, soit particulièrement bien référencée. Et puis, il y a tous les sujets qu'on appelle off-site, c'est notamment tous les sujets de backlink, donc les liens externes, les sites externes qui pointent vers votre site. Je vous propose d'utiliser cette classification-là pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, les optimisations on-site. Les optimisations on-site, c'est tout d'abord 3 piliers de base en termes de performance. La vitesse. La vitesse, c'est clé pour Google. Ça va faciliter son crawler qui va venir correctement indexer les pages. Et puis en termes aussi d'expérience utilisateur, votre utilisateur, quand il ne poireaute pas 1 minute 30 pour que la page s'affiche, il est bien content. Le deuxième élément clé, c'est que le fait que votre site, alors je vais vous paraître enfoncer des portes ouvertes, parce qu'en 2023, qui n'a pas un site mobile friendly? Alors malheureusement, je vais vous décevoir, il y en a encore beaucoup, mais c'est que votre site soit totalement compatible, responsive et totalement consultable. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, Google n'indexe les sites que selon leur apparence mobile. Le robot de Google ne charge pas de pages qui requièrent des interactions propres au desktop. Et puis l'autre sujet qui est hyper important pour vous, c'est que des stats sortent que, par exemple, en 2025, 73 des utilisateurs d'internet accéderont à internet uniquement via leur téléphone mobile. Et aujourd'hui, on sait que plus de la moitié des achats en e-commerce sont faits sur un téléphone portable. Et puis le dernier sujet de cette optimisation, c'est le fait que votre site soit indexable. Google, comment il fonctionne pour indexer, pour mettre vos pages dans son référencement? C'est tout simplement, il a un robot, un énorme robot qui crawl, donc qui parcourt toutes vos pages et qui fonctionne de rebond en rebond.
Il y a un lien dans votre page, il va aller dans une autre page, et cetera, et cetera. Et donc ça, il faut que vous parliez le langage de Google pour qu'il puisse sauter de page en page en quelque sorte. Il y a un autre sujet qui est le sujet du sitemap, mais j'y reviendrai ensuite. Donc ça, l'enjeu technique, il est clé. Je vous invite à regarder un webinaire dédié qu'on a fait à ce sujet-là, qui est «Comment je maximise ma performance web». Et puis je reviens sur l'autre sujet qui était le sujet de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur. Google a introduit il y a en 2020, a introduit non 2021 je crois, a introduit les Core Web Vitals. Les Core Web Vitals, c'est comment Google mesure l'expérience utilisateur sur votre site. Il y a 3 critères à connaître, un peu avec des noms un peu barbares, hein, je vous l'accorde, le LCP, FID, CLS. De manière très simple, le LCP, c'est le Largest Contentful Paint. En gros, pour comprendre, il indique le moment où l'élément le plus important de la page apparaît dans le navigateur. En gros, ça veut dire que, vous, c'est pas seulement le fait que, la page commence à apparaître, il faut que ce qui est le plus important dans la page mette peu de temps à apparaître. Ça, c'est important. Le deuxième sujet, c'est le FID, c'est-à-dire le First Input Delay. Ça mesure l'interactivité. Ça mesure le temps qu'il faut à l'utilisateur pour commencer à interagir avec votre page. Typiquement, heu, une barre de connexion, un moteur de recherche, une clique sur une entrée de menu, et cetera. Ça, il faut que ça soit inférieur aux 100 premières millisecondes pour être dans le vert. Et le dernier sujet, c'est le CLS, le Cumulative Layout Shift. C'est ce qui mesure un peu la stabilité visuelle. Qu'est-ce qu'on entend par stabilité visuelle? C'est tout simplement les éléments dans la page ne doivent pas se déplacer pendant le chargement de la page. Vous voyez, ces 3 critères-là, ils sont assez explicites et ils sont hyper importants pour Google pour maximiser votre capacité de référencement. Voilà un peu sur, les sujets d'optimisation on-site. Je vais m'intéresser maintenant à un autre sujet qui est, pour moi, une fois que vous avez fait la base, c'est-à-dire l'optimisation technique de votre site, les optimisations on-page. Et je vais revenir un peu sur des éléments de base sur cette optimisation-là. Le premier sujet, c'est la base. Qu'est-ce que vous devez avoir à minima sur toutes vos pages pour qu'elles soient correctement référencées? Premier sujet, l'enjeu du contenu remarquable. Il y a une notion que Google, donne, c'est ce qu'on appelle le EAT, E-A-T, c'est-à-dire l'expertise, l'authority et le trust, ou en bon français, l'expertise. Quelle est votre expertise? Il faut que la page que vous produisiez confirme son expertise. Il faut que vous soyez en capacité de démontrer votre autorité. L'autorité, c'est notamment est-ce que votre site est considéré comme valable et avec un contenu qui fait référence. Et le troisième sujet, c'est la notion de crédibilité. Toujours dans cette idée de lutter contre les fake news, et cetera. Heu, est-ce que ce que vous produisez comme contenu est légitime, valable et vrai? Et par exemple, le sujet des avis clients, là-dessus, est très important. Deuxième point clé, l'enjeu des titres. Les titres ont une importance à plein de niveaux. D'abord parce que plus vous avez un titre qui fonctionne, plus vous allez avoir de gens qui vont cliquer dessus, puisque c'est souvent la première information que les gens ont. Et Google utilise le taux de clic, c'est-à-dire que vous avez un taux de clic qui est de 3 versus quelqu'un qui a un taux de clic de 5, Google va privilégier celui qui a un taux de clic de 5. Et les gens souvent ils cliquent d'après le titre, principalement. Et ce qu'on constate, c'est qu'il faut avoir un titre relativement court et qu'on constate aussi que certaines typologies de titres ont des meilleures performances en SEO. Par exemple, le fait d'avoir des titres avec des questions, on a un meilleur taux de clic. La question, par exemple, c'est, «Manger sans gluten, quelles sont les alternatives?» On va aussi avoir des titres de type des listes. Par exemple, ça serait, les 5 étapes pour, refaire sa pelouse. Ou encore j'ai des titres qui vont être contextualisés dans l'année. Comment performer son SEO en 2023, par exemple. Voilà, donc là, travailler vos titres, c'est vraiment un élément clé. Travaillez aussi la manière dont vous faites vos URL. Il faut que les URL, elles soient relativement courtes et dont le libellé correspond au titre de votre page, le fameux H1. Et l'enjeu, c'est venir renforcer la sémantique de l'URL. Venez aussi travailler vos métadescriptions. Les métadescriptions, c'est souvent, pas toujours, souvent ce qui apparaît juste en dessous du titre dans le référencement. Donc c'est aussi ce qui va inciter les internautes à cliquer.
Donc vos métadescriptions, c'est là où vous devez passer énormément de temps pour les rendre les plus incitatifs possibles et surtout bien les travailler. Ce qu'on constate aussi, c'est que, les articles qui sont les plus longs ont un meilleur référencement. Alors, encore une fois, je pondère ce que je dis là parce que ça va dépendre de la concurrence que vous avez à côté et du type de contenu. Mais travailler des contenus avec minimum 1 200 mots. Alors on peut aller en dessous, parce que encore une fois, ça dépend du contexte, mais il y a plein de statistiques qui sortent en ce moment et qui démontrent que les contenus longs ont beaucoup plus de visites. Travaillez également la mise en forme de vos contenus, des niveaux de titres, du gras, du soulignement, des listes à puces. Les listes à puces, si elles sont bien formatées, Google adore ça. Cette mise en forme, elle est importante pour les moteurs de recherche et pour vos internautes parce que on le sait, les internautes, ils ont la mémoire d'un poisson rouge. Ils lisent en diagonale, ils s'arrêtent, ils jumpent, ils sautent. Donc plus vous allez mettre en forme, plus vous allez capter le regard de l'internaute. Travaillez le maillage de votre site, donc insérez des liens de qualité vers des sites externes. Ça, c'est un élément qui est clé et enfin, insérez des visuels dans votre contenu. On l'a vu, les contenus, les visuels remontent dans les résultats de recherche, mais mettez des visuels pour aérer et surtout mettez-les au bon format. La question qu'on me pose souvent aussi, c'est, quel mot-clé je choisis pour mon contenu? Déjà, la principe de base, c'est une page, un contenu, une page, un mot-clé. Je cherche pas à en avoir d'autres. Le bon mot-clé, c'est celui qui est bien évidemment populaire, transformant, utilisé par la cible, opportun, qui n'est pas trop concurrentiel, son positionnement est faisable. C'est un mot-clé qui convertit. Idéalement, il est composé de plusieurs termes. Et il prend en compte les variations d'accent et cetera. Et idéalement, il va changer selon le terminal puisqu'on l'a vu, en mobilité, je cherche pas forcément avec les mêmes mots que quand je suis sur mon desktop. Et surtout, ce mot-clé pour réussir à remplir tous ces critères-là, il faut que ça soit ceux qui correspondent à vos cibles. Donc, interrogez vos utilisateurs, utilisez les techniques de persona, de parcours utilisateur pour le faire. Et puis, travaillez de manière régulière vos mots-clés parce qu'un autre sujet qui est intéressant, c'est que Google, enfin, on constate que sur les requêtes qui sont faites partout dans le monde, on a 15 de nouvelles requêtes tous les jours. Donc ça évolue très, très vite. Je vous ai mis ici quelques exemples d'outils qui peuvent vous aider pour vous donner des idées et il y a un super outil qui vient de sortir récemment et que vous connaissez certainement, c'est, ChatGPT, qui pourra aussi beaucoup vous aider sur ces sujets-là. L'autre élément qui est clé, c'est de travailler votre arborescence. Votre arborescence, c'est ce qui va, améliorer l'expérience client, maximiser le potentiel des sites, des liens qui sont faits. Ça va faciliter le crawl par les robots qui vont facilement aller d'une page à une autre et ça va valoriser les mots-clés que vous positionnez dans les premiers niveaux de l'arborescence. Et pour ça, une méthode qui est assez simple, c'est d'abord vous travaillez avec vos cibles. Donc vous faites je reviens là-dessus, vous faites des personas, vous faites des parcours. Ensuite, une fois que vous avez compris les intentions de recherche, vous allez travailler sur la base de ces intentions de recherche, le l'étude SEO. C'est-à-dire qu'en gros, si je prends j'ai eu un exemple très récemment où, on se posait la question pour un site de formation: «Est-ce qu'il faut utiliser stagiaire, élève ou apprenant?» Tout simplement, l'étude SEO va nous dire quels sont les mots-clés qui sont les plus faisables, quels sont les mots-clés qui sont les plus utilisés par les cibles. Et bien évidemment, mettez en scène cet éditorial pour travailler cette arborescence pour optimiser un peu le wording que vous utilisez. L'autre point qui est extrêmement important, c'est et ça, c'est pour moi, c'est l'élément qui va vous faire décoller demain dans votre SEO, c'est de travailler ce qu'on appelle des cocons sémantiques. Alors, cocon sémantique, c'est un joli terme pour un truc qui a une puissance incroyable. Heu, Si vous voulez maximiser votre performance, vous devez travailler des cocons sémantiques. C'est la base d'une bonne stratégie de référencement. L'idée, c'est de travailler par sujet, thématique. Je vous montre un exemple là. On travaille chez Adimo, le cocon sémantique, qui est stratégie digitale. En fait, autour de stratégie digitale, vous allez avoir plein de sous-termes qui vont être accolés, qui vont décliner le champ sémantique de stratégie digitale. Vous avez donc une page pilier qui parle de stratégie digitale et tout autour, des pages secondaires qui vont aborder tout ce qu'il faut sur le sujet et elles vont être liées les unes avec les autres. Le maillage doit être extrêmement bien fait avec les bons termes et ce qu'on voit là, c'est que toute la puissance du cocon consiste à relier entre elles des pages qui ont toutes une proximité sémantique. Et pour faire vos rich snippets qu'on a vus au tout début, il faut également que vous travailliez avec des données structurées.
Ce qu'on sait, c'est que Google utilise pas toujours vos rich snippets, fait parfois le boulot par lui-même. De lui-même, il extrait la donnée, même si vous n'avez pas de données structurées. Mais avoir des données structurées, vous permet, d'obtenir plus facilement ces rich snippets, des avis, des étoiles, des événements et autres, donc d'obtenir un meilleur taux de clic et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'optimiser la recherche vocale. J'en ai pas parlé, mais c'est un sujet qui est en vogue depuis quelques années. Heu, les données structurées sont exploitées notamment par Alexa et autres, qui permettent de s'assurer que le contenu correspond à la requête. Et surtout, ces données structurées vous permettent d'être mieux partagées sur les réseaux sociaux, avec le bon visuel, le bon extract, et cetera. Pour faire ces données structurées, vous utilisez notamment ce qu'on appelle le schema.org. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, c'est, une bonne base de départ pour travailler ces données structurées. Et puis, pour conclure sur ce sujet de la performance on-site, sur la performance on-page, sur la page, je conclurai sur un sujet qui est clé dans un monde qui se préoccupe de plus en plus des sujets environnementaux, des sujets d'impact du numérique, et notamment, de comment maximiser les efforts de production de contenu. C'est qu'on assiste à un monde aujourd'hui où et qui s'est accéléré avec la crise du Covid-19, où on a une augmentation exponentielle du nombre de contenus produits. Et les intelligences artificielles de type ChatGPT et autres ne vont pas du tout nous aider à faire inverser la tendance. Rien qu'au cours des 2 dernières années, 90 des données mondiales stockées sur le web ont été créées. C'est pour ça que ce que je dirais, c'est que votre stratégie de SEO, créer des cocons sémantiques, optimiser les contenus, OK, c'est bien. Mais parfois, plutôt que de créer un contenu, posez-vous la question sur ce que vous avez déjà. Questionnez vos contenus existants. Et ce qu'on constate, c'est que la mise à jour d'un contenu déjà existant peut parfois permettre de doubler son trafic, de gagner des positions. Et tout ça pour dire que less is more. Un contenu pour le SEO, un bon contenu pour le SEO, c'est un contenu qui répond au-delà des attentes de l'internaute. Et ce sont des contenus qui sont relativement longs, travaillés, inédits. Produisez moins, mais avec une meilleure qualité. Et parce que si vous avez trop de mauvais contenus, Google va vous pénaliser. Et il va pénaliser également ceux qui sont bons dans votre écosystème. Et par exemple, il y a une étude qui est publiée par SEMrush qui dit que les articles longs de plus de 3000 mots obtiennent 3 fois plus de trafic et jusqu'à 3 fois et demi plus de backlinks. Donc, travaillez vos contenus, travaillez la qualité et alors Google va considérer que votre contenu est d'autant plus pertinent, d'autant plus inédit. Et puis aussi, au-delà même de travailler la qualité, réfléchissez aussi dans une logique de recyclage. L'optimisation, le recyclage des contenus existants est souvent bien plus rentable, tout simplement parce que vous pouvez créer un document long, un document pilier, le transformer en micro-contenu que vous allez partager sur les réseaux sociaux, que vous allez publier sur Facebook, que vous allez, publier sur LinkedIn et ça, cette déclinaison, elle va vous consommer moins d'énergie et elle va être in fine plus efficace puisque vous allez travailler simultanément à la fois la création du contenu, mais également sa valorisation. Heu et puis le dernier sujet qu'on va voir, qui aujourd'hui me semble de moins en moins important, mais il faut quand même y accorder une importance, relative, c'est la question des optimisations off-page. Alors, c'est un peu jargonneux, je vous l'accorde. C'est quoi? C'est la question des backlinks. Ça consiste à développer votre réputation dans l'univers, dans le monde digital. En fait, on ne va pas directement apporter des modifications sur le site, mais on va chercher à renforcer les liens qui pointent vers vous pour en améliorer le référencement. Et ces backlinks, ils sont au cœur de l'algorithme de Google. Et ce qui est important de voir, c'est que ces liens, ils ont une valeur différente en fonction du PageRank, donc de l'autorité du site qui vous renvoie vers vous. Typiquement, si vous avez un lien depuis Wikipédia, ça va avoir aux yeux de Google beaucoup plus d'importance que si vous avez un lien qui sort d'un obscur blog avec une autorité un peu faible. Faut que vous considériez aussi qu'il y a différents types de liens. Il y a et c'est ceux qui ont le plus de valeur, mais c'est aussi ceux qui sont les plus difficiles à obtenir, c'est les liens éditoriaux naturels. C'est parce que vous avez un contenu d'hyper grande qualité, totalement inédit, des statistiques poussées, des recherches qui sont très qualitatifs. C'est des gens qui vont trouver vos contenus de tellement bonne qualité qu'ils vont faire des liens sur, leurs pages, leurs articles de blog et cetera. Vous pouvez aussi travailler des liens éditoriaux par sollicitation. Si
vous utilisez, si vous produisez déjà du contenu, vous avez certainement reçu des demandes manuscrites, enfin pas manuscrites, mais des demandes qui sont formulées sur votre boîte de contact pour dire: «Je suis très intéressé par votre contenu, est-ce que ça vous dirait si je publiais un article de blog sur le vôtre avec un lien?» et cetera. En gros, c'est une prise de contact que vous faites avec un autre site pour proposer de faire un lien vers votre site. C'est compliqué, c'est long, le résultat est plus ou moins aléatoire, mais ça marche aussi. Et puis, vous pouvez faire aussi du guest blogging, c'est-à-dire que vous allez écrire un article pour un blog. Nous, on en reçoit tous les jours des gens qui nous disent: «Est-ce que je peux écrire dans votre blog et en échange, vous faites un lien vers mon site?» Heu, Si vous faites ça, faut pas trop en faire parce que ça va avoir tendance à dévaloriser la qualité de votre contenu. Et puis les 2 solutions dernières, c'est l'achat de liens et l'échange de liens. C'est bien parce qu'il suffit d'y mettre de l'argent, mais faut faire attention quand même à la qualité des liens. Et le dernier sujet qui est intéressant, à explorer aussi pour vous, c'est la question, des relations presse digitales. En fait, c'est établir des réseaux avec des journalistes, des blogueurs, des influenceurs. On envoie des communiqués de presse en ligne et en retour, on obtient des liens de haute qualité parce qu'eux vont créer un contenu original et ils vont atteindre des cibles et des clients que vous n'atteindriez pas nécessairement par vos propres moyens. C'est l'exemple type de podcast hyper connu sur certaines niches, sur certains secteurs. C'est l'exemple type de blog spécialisé avec des gens qui vont pouvoir parler de votre produit, parler de votre service. Et ces relations public numérique, c'est chronophage, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est sans doute ce qui est le plus important que le référencement technique ou que la production de contenu parce que dans cet univers de fake news dans lequel on baigne tous aujourd'hui, chaque individu va avoir tendance, à se fier à des interlocuteurs qu'ils identifient comme étant valables. C'est vraiment une stratégie dans la lignée du combat contre les fake news, où, je ne fais confiance qu'à des sources de contenu que j'ai indiquées, utilisées, enfin, que j'ai considérées comme étant fiables. Voilà pour ce webinaire. Pour résumer pour résumer vos actions prioritaires, si demain vous devez commencer un plan d'action, c'est d'abord, questionnez-vous de où vous en êtes. Auditez votre performance. Il y a plein d'outils qui existent, mais pour savoir où vous devez aller, il faut savoir d'où on part. Et donc à partir de ça, vous allez définir des KPI. Les KPI, c'est le nombre de mots-clés dans le top 3, on a vu que c'est hyper important, le nombre de backlinks et le click to rate, c'est-à-dire combien de gens cliquent sur un résultat de recherche pour accéder à votre page. Travaillez en priorité vos contenus existants. C'est ce qui va vous coûter le moins cher, le moins d'énergie et ce qui potentiellement peut avoir un effet bœuf dans le positionnement de vos contenus. Il y a souvent des petites actions toutes simples, ce qu'on appelle la maintenance des contenus existants, qui peut être hyper efficace. Quand vous produisez un contenu, travaillez sa structuration. Écrivez bien, structurez bien vos contenus et recyclez vos contenus en les déclinant en plusieurs formats. Si vous vous lancez dans une stratégie de plus long terme, travaillez vos cocons sémantiques. On en a parlé, cocon sémantique, c'est comment je fais pour être identifié auprès de Google comme étant une source de référence sur une thématique, sur un sujet clé. Et sur chacune des pages que vous produisez, intégrez les microdonnées. Pensez aussi à écouter vos utilisateurs et vos cibles. Ce sont eux qui vont vous dire quels sont les mots-clés qu'ils utilisent, quels sont les mots-clés qui font tilt chez eux et quels sont les nouveaux mots-clés qu'ils utilisent. Ne perdez pas de vue que votre UX, l'ergonomie, l'expérience utilisateur est clé. Pas que une fois que votre internaute est arrivé sur le site, mais bien aussi pour être bien référencé. Et enfin, travaillez la qualité de vos backlinks. Voilà un peu pour tous ces sujets, parcourus au pas de course. Je m'excuse pour ceux qui, trouvent que je vais trop vite. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, on peut vous aider sur des sujets d'audit, on peut vous aider sur des refontes de projets, on peut vous aider sur de la production de contenu. Il y a plein de sujets sur lesquels nos équipes adoreraient vous aider à maximiser votre performance SEO. Et on peut passer maintenant aux questions-réponses. Avant ça, 2 webinars qui pourraient vous intéresser, qui arrivent ensuite en mars et en avril. Un webinar pour vous donner tous nos meilleurs conseils sur la refonte de votre site web et un super webinar, je fais la promo parce qu'on a Leslie qui va intervenir chez nous, qui va venir vraiment creuser un sujet qui nous tient à cœur, qui est le sujet de l'accessibilité numérique. Elle va vous donner vraiment toutes les clés pour travailler ce sujet-là. L'accessibilité numérique, c'est un point qui est important. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 15% de la population française
c'est énorme, 15% de la population française ne peut pas correctement accéder au contenu de votre site web s'il n'est pas accessible. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je tease le sujet et je vous propose dès à présent de passer aux questions-réponses. Et je coupe mon partage pour répondre à toutes vos questions. Alors, je reprends les questions. Alors, première question, Dorian Giraudet qui posait la question des stats prennent en compte les liens sponsorisés. C'est une bonne question, c'est-à-dire que c'est une question qui interroge l'influence du SEA sur le SEO. Alors, il n'y a pas d'influence directe. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous payez en SEA à Google qu'il va mieux vous référencer en SEO. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le SEA va vous permettre de tester l'efficacité des mots-clés et des contenus que vous proposez. Donc c'est souvent vertueux d'avoir une stratégie SEA couplée à une stratégie SEO. Alors, je regarde un peu les questions. Je regarde les questions. Il y en a d'autres. Alors, Violaine pose une question. Quel est le bon format pour les visuels ou même d'autres sources mises à disposition? Alors, le bon format. Là aussi, c'est une super question parce que il y a 2 types de visuels qu'il faut prendre en compte. Il y a les visuels qui transmettent une information et il y a les visuels illustratifs. Pour tous les visuels qui transmettent une information, le JPEG est le format de base. Ensuite, quand c'est un visuel illustratif et que vous allez chercher la performance, vous pouvez utiliser du format de type WebP, qui lui n'est pas forcément bien indexé, mais qui au moins va garantir le poids le plus limité possible de votre page. Alors, Léa pose une question. Comment modifier les 3 premières lignes du contenu qui apparaissent lorsqu'on recherche notre entreprise sur Google? Alors, originellement, ces 3 premières lignes, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Donc, il suffit de saisir la métadescription pour que celle-ci apparaisse. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que Google fait lui-même sa propre interprétation dans la page du contenu que vous proposez pour sélectionner la métadescription. Donc, c'est pas parce que vous avez mis une métadescription que Google nécessairement va la reprendre. Il y a des stats assez intéressantes qui sortent et qui disent plus une page est populaire et bien structurée et a de visites, plus Google va prendre directement la métadescription. Donc plus vous êtes considéré par Google comme valable, plus il va s'appuyer sur votre métadescription. En revanche, si on arrive sur des contenus soit de longue traîne, soit des contenus en fin de résultat, c'est Google de lui-même qui va faire cette métadescription parce qu'il va considérer que ce que vous proposez en métadescription n'est peut-être pas suffisamment pertinent. Donc vous voyez, c'est un équilibre entre, de base, vous faites une métadescription, et par ailleurs, vous structurez bien votre contenu pour que, si jamais Google considère que votre métadescription n'est pas la bonne, ils prennent quand même un contenu pertinent. Voilà pour les quelques questions. J'espère que j'y ai répondu. Il y a encore une question, Marine, de Mustapha, tout en haut, et Violaine vient de... Violaine, est-ce qu'il y a des règles à connaître sur les PDF, par exemple? Alors, les PDF, c'est une bonne question parce que pour le coup, je ne suis pas sûre d'avoir une excellente réponse à vous porter et ça mériterait d'être creusé. C'est qu'ils ne sont pas forcément les mieux référencés, c'est-à-dire que Google ne va pas mettre des liens vers votre PDF par défaut, sauf quand vous êtes dans une recherche sur de type Google Scholar, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une recherche bibliographique de chercheurs, d'étudiants ou autres, là, vous allez avoir beaucoup de liens vers des PDF. Donc je pense que, et c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, c'est qu'en tout cas, si vous voulez que vos contenus soient correctement référencés, il faut le mettre sur votre page et ensuite faire un lien éventuellement vers votre PDF. Mais pour le coup, c'est une bonne question qui mériterait que je creuse un peu le sujet parce que je suis pas sûre que ma réponse soit tout à fait exhaustive. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, Non, j'espère. encore une question de Mustapha. Merci. Ça arrive. Mustapha, pour les rich snippets, la position 0, comment s'assurer que Google pourra afficher mon site en rich snippet ou c'est assez aléatoire? Alors, c'est pas que c'est aléatoire, c'est que c'est Google qui décide. Donc déjà, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que si c'est Google qui décide, il faut qu'on se conforme à ce qu'attend Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rich snippets sont surtout présents sur des requêtes qui ont une forte volumétrie de recherche. Donc si vous êtes une requête qui génère 70 recherches par mois,
peu probable que vous ayez des rich snippets. Ensuite, la manière d'inciter Google à faire des rich snippets sur votre contenu, c'est 1, lui faciliter la vie en utilisant justement des données structurées et 2, proposer un contenu qui a de la valeur pour l'internaute et qui répond à une question. Donc voilà ce que je pourrais dire. Et puis ensuite, avoir un contenu qui est suffisamment bien valorisé pour qu'il remonte par Google. Parce que sur des requêtes qui génèrent des centaines de milliers de résultats et sur lesquelles vous avez des centaines de boîtes qui sont positionnées, bien évidemment, Google va remonter seulement les 3 ou 4 premiers qu'il considère comme légitimes. Voilà. Et je crois qu'il y a d'autres questions ailleurs. Christelle, dans le cas d'un site qui contient beaucoup d'images en web, est-il pertinent de proposer un sitemap d'images? Oui, tout à fait, Christelle. Complètement. Il faut proposer, intégrer dans le sitemap les images, complètement. Et pas en WebBP, pour le coup, si vous voulez correctement les indexer, parce que Google n'indexe pas les WebBP. Le WebBP, c'est pour des images qu'on veut performantes et qui sont justement des images illustratives. J'ai une question de Elsa. Ces conseils sont valables pour un site, mais sont-ils aussi valables pour une chaîne YouTube? Je suis pas la meilleure, la plus compétente sur le sujet du référencement YouTube, je vous avoue. En revanche, ce que je pense, mais bon, il faudrait confirmer avec un expert, c'est que, encore une fois, c'est la qualité du contenu qui sera mesurée par le nombre de personnes qui en fait, je préfère pas vous répondre. J'ai peur de dire une bêtise. Je préfère pas vous répondre à cette question. Pardon, Elsa. Mais je peux chercher. Bon. 1 minute encore si vous souhaitez poser d'autres questions et après je crois qu'on va clôturer le webinaire. Bah, merci Elsa de votre commentaire. Bon, bah, j'espère vous revoir bientôt sur d'autres présentations. À très bientôt à tous.